On parle régulièrement de nos jours de l'importance du mental chez les athlètes de haut niveau pour réaliser des exploits sportifs. Je m'appelle Sébastien Bruno-Durand, je suis préparateur mental et à l'initiative de ce podcast, parlons de votre mental. Mon objectif est d'aller à la rencontre d'athlètes, mais aussi d'artistes, de chefs d'entreprise, de managers, d'étudiants et diverses professions pour les interroger sur les ressources psychologiques qu'ils utilisent au quotidien pour être performants dans leurs projets et bien dans leur basket tout au long de l'année. Vous pourrez découvrir des invités qui nous parleront de leur parcours, de leur définition du mental, des ressources psychologiques qu'ils utilisent pour développer confiance, motivation, détermination, gestion des émotions et des échecs et surtout leur capacité à rebondir, toujours aller plus haut, plus loin en restant positif. À votre tour, vous pourrez expérimenter leurs recettes dans votre quotidien pour booster votre mental. Allez, c'est parti, parlons de votre mental avec notre invité du jour. Salut Tatiana, salut Quentin, je suis ravi de pouvoir vous accueillir sur le podcast Parlons de votre mental. Alors cette fois-ci c'est un peu une émission un peu inédite dans le sens où j'accueille deux personnes en même temps. Donc Quentin et Tatiana, maman de Quentin. Et écoutez, je vous remercie. Puis je vais vous inviter à à vous présenter. Je t'en prie, Tatiana. Et moi, c'est Tatiana, ancienne joueuse de basket pendant une petite quinzaine d'années, quelques années en Pro B, en N2, en N3. J'ai arrêté de jouer il y a maintenant 7 ans. J'ai un parcours, on va dire, professionnel qui a été dans des entreprises assez standards, on va dire, dans le monde bancaire pendant près de 23 ans. Et j'ai eu un passage pendant 4 ans où je me suis beaucoup intéressée à l'accompagnement à la personne et dont la préparation mentale. Voilà. Et je suis maman de Quentin. Et du coup, qu'est-ce que tu peux nous dire de toi ? Très cher. C'est difficile de se décrire, de dire... si je décris mon parcours intrinsèquement, je dirais que je suis sportif de haut niveau depuis maintenant 8 ans dans le basket. Je suis tombé un peu dedans par hasard, sans avoir été poussé par mes parents au préalable, mais que j'ai accroché. Voilà, maintenant mon parcours m'a amené à passer par l'INSEP dans un premier temps, par le centre de formation de Strasbourg, un second temps où j'ai pu aussi jouer en professionnel, et derrière, à l'heure actuelle, je suis à Barcelone, donc même chose sur un contrat professionnel, et voilà, ça se passe plutôt bien. Tatiana, qu'est-ce qui t'inspire ton parcours ? Beaucoup de travail, d'engagement. J'ai été pendant des années, je pense que je suis encore une besogneuse, donc pas spécialement, en tout cas au niveau sportif, quelqu'un de très doué, mais par contre beaucoup de travail. Et le sport m'a permis de développer, en tout cas d'exprimer tout ce que ça impliquait en termes de rigueur, d'engagement, d'entraînement, l'esprit du collectif. Ouais. Donc et puis le challenge. Donc je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup par objectif, projet, challenge. Voilà. Super. Et toi, Quentin ? Il t'inspire quoi ton parcours à ce jour ? Si je devais le décrire en un mot, je dirais anarchie. Il n'y a rien qui s'est passé comme prévu au moment où ça devait se passer. Les choses se sont faites naturellement. Il y a un enchaînement de choses que totalement imprévues, quoi, qui mises bout à bout en fait ont tout un sens. Je sais pas. C'est juste de l'apprentissage. J'ai pas vraiment de mots à mettre en particulier ou de sentiments qui se dégagent. Me contente juste de vivre un peu au hasard, et puis il y a des choses qui arrivent et qui viennent sur la route. De quoi êtes-vous le plus fier avec le recul ? Ça dépend des domaines, pour le coup. Je dirais la persévérance, dans le sens où j'ai vraiment l'impression que quel que soit le parcours qu'on ait, quelle que soit la discipline, que ce soit dans mon cas le sport ou que ce soit dans une vie normale, j'ai toujours eu cette volonté de me pousser vers l'avant et d'essayer de devenir quelqu'un de meilleur en permanence. Je pense que je suis parti de très loin. Et qu'à chaque fois, malgré les personnes autour qui veulent freiner cette espèce de progression, j'ai continué tout simplement à persévérer, à vouloir toujours devenir une meilleure version de moi-même un peu chaque jour, et que tout au long de mon parcours ça m'a poussé, qu'il n'y a rien eu de facile, mais pourtant je l'ai fait. Donc la persévérance, c'est s'il y a un truc dont je peux être fier, en tout cas c'est ça. Alors maintenant je suis loin d'être arrivé au bout, mais t'as déjà parcouru un beau chemin. Ouais, je sais pas. Ça je sais pas. Je suis pas à même de le juger. La route me paraît encore tellement longue. J'ai vraiment du mal à me dire là je peux être fier de ce que j'ai fait ou non. Au jour le jour, le combat reste le même.
Mais les objectifs, je veux dire, s'il y a une sorte de ligne d'arrivée, elle sera toujours à 100 mètres devant moi. Donc qu'importe si je fais 2 pas de plus, elle sera toujours à 100 mètres. Donc j'aurais toujours cette même envie, voilà, de vouloir repousser mes limites et de devenir une meilleure personne, tout simplement, quel que soit le moyen, sport ou non. Je me retrouve bien dans ce que dit Quentin. J'ai exactement le même état d'esprit, le même tempérament, ce qui fait que du haut de, je dirais pas mon âge, mais non, Quentin, non. J'ai rien dit, on a enregistré, je dis rien. D'accord. Je pense actuellement, je me pose la question de qu'est-ce que la fierté en fait, parce que c'est quelque chose que j'ai pas obligatoirement. Je sais ce que c'est que la satisfaction. Par contre, être fier de quelque chose, alors à part de mes deux enfants, je sais pas trop. Je me suis jamais attardée sur ça parce que justement la ligne d'arrivée, j'ai jamais atteinte parce que à chaque fois je la repousse parce que c'est jamais assez en fait. Voilà. Ouais, mais ça pose une question simple, hein. Jusqu'à où en fait on va aller chercher ces choses-là. Tu sais, je me souviens qu'on a déjà eu cette conversation-là par rapport à Kobe Bryant, hein, qui était un fou de travail, un mec qui s'arrêtait jamais, mais qui justement n'a pas posé de limite à ses entraînements et qui en a gâché sa vie, hein, qui n'était pas présent pour sa famille, ses enfants, et qui a dédié sa vie à un sport, hein, littéralement. Et il est mort 2 ans après l'arrêt de sa carrière. Ouais, je suis d'accord. C'est pour ça que je pense que la vie me rappelle aussi que ce serait intéressant que je me pose cette question-là. Mais j'ai commencé d'ailleurs au mois de janvier à travailler pas mal sur ça. C'est quoi la fierté et de quoi je peux être fier et à quel moment je peux m'arrêter et juste être fier. Je disais que j'aurais bien remplacé le mot fier par satisfaction. Alors de quoi es-tu satisfait à ce jour avec le recul? Pardon. Je suis satisfaite alors au niveau personnel parce que j'ai vécu des merveilleuses choses et j'en prends d'autant plus conscience maintenant. Parce que la vie quelquefois te fait vivre des sorties de route et t'en oublies ce que t'as vécu, et là j'ai rien oublié. Donc ça c'est vraiment il y a vraiment des grandes satisfactions, j'ai du mal à parler de fierté, mais il y a vraiment de la joie et du plaisir. Je suis aussi satisfaite de mon parcours professionnel parce que pour le coup, je suis allée très très loin uniquement avec un bac en poche, parce que finalement j'ai passé ma validation d'acquis d'expérience il y a maintenant 5 ans. Mais j'ai fait toute ma carrière professionnelle avec un bac en poche jusqu'à ce que j'ai ma validation d'acquis d'expérience, parce que j'ai mon bac plus 5 en 2015, donc ça fait faire 6 ans, et j'ai eu une mention très bien. Et là, pour le coup, j'ai été... je pense que c'était à ce moment-là où j'ai commencé à me poser des questions par rapport à la fierté, parce que j'ai même pas été... j'étais satisfaite parce que le taf était fait, quoi. Alors que c'était un gros travail. Donc, je suis satisfaite de mon parcours professionnel et puis de tout ce que j'ai construit, de tout ce que j'ai réalisé. Mais pas fière. Et on en apprend tous les jours avec ce podcast. Hein. Je savais même pas que t'avais eu qu'un bac en poche. Hein. Bah, dis donc. Ah bah dis donc. Si je vous dis rendre possible l'impossible, est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous inspire? Oui et non. Bah justement, je pense qu'il y a rien d'impossible en fait. À partir du moment où on se donne les moyens et qu'on le veut vraiment du plus profond de soi, les choses viennent. C'est un juste milieu entre être la personne qu'il faut pour que les choses viennent à soi et savoir les provoquer. Tout le temps aller chercher les choses, ça veut pouvoir aussi dire que c'est pas forcément la voie dans laquelle il faut pouvoir s'engager. Cette persévérance-là amène aussi les choses à venir. Je sais pas comment expliquer différemment. C'est un peu, c'est un entre-deux vraiment. Enfin, de ce que je pense, hein, effectivement. Ouais, mais je pense qu'il y a l'intention et l'attention que tu y mets et la capacité aussi à aller chercher des opportunités. C'est-à-dire que en étant engagé, impliqué et en observant bien ce qui se passe autour de toi, il y a la possibilité d'aller chercher, d'aller capter des signaux faibles ou des opportunités pour dire voilà, là je peux cranter ce truc-là et l'avoir, quoi. Donc c'est un doux mélange des deux, et je te rejoins sur le fait que il y a des fois on persiste et on signe dans des voies qui ne sont pas obligatoirement celles qui nous correspondent, et puis en général ça marche pas en fait. On va parler un peu de mental, si vous êtes d'accord. Ouais. Non. Alors qu'est-ce que le mental pour vous?
j'aime pas ce mot-là, moi. J'ai un diplôme de préparation mentale et d'aide à la performance, mais en tout cas, je trouve que c'est tellement réducteur de ce qu'est la personne, et notamment, dans le monde sportif, de réduire un athlète à un corps et un mental ne me parle pas en fait. Donc, qu'est-ce que tu mets dessus alors? Pour moi, le mental, c'est la partie du cerveau qui te permet de te mettre en action, de prendre des décisions et d'avoir une stratégie. Mais ce n'est qu'une finalité, qu'une partie de ton cerveau qui est beaucoup plus complexe. Et il y a d'autres éléments, d'autres composants qui touchent le cerveau, qui sont des éléments physiologiques, psychologiques et autres, qui ne sont pas prises en compte. Et pourtant, ça fait aussi partie, ça concourt à ce qu'on appelle le mental. Et c'est vrai qu'on a tendance à s'arrêter juste à ce que peut faire la personne, les décisions qu'elle peut prendre. Enfin, en tout cas, on est plutôt sur des actes alors qu'il y a plein d'autres choses qui interviennent. Donc, quand je lis des articles ou j'entends des interviews où on dit telle équipe ils ont pas de mental, tel joueur il a pas de mental, je pense que c'est un truc d'assez réducteur qui me met mal à l'aise en fait. Voilà. Mais du coup, si jamais t'avais un mot à mettre là-dessus à la place de mental, tu mettrais quoi? J'y ai pensé tout à l'heure en lisant la question et je sais pas trop en fait. Comment tu dis que cette émission est scriptée? Mais non. Oh merde. Donc on va reprendre. Tu peux me reposer la question, Quentin? Je me souviens plus. Quel serait l'autre nom de mental? Ah oui. Tu le remplacerais quoi? Est-ce que tu mettrais un autre? Je crois que je remplacerais le mental. Après, tu as très bien défini ce que tu entendais par le mot mental dans ce que tu as décrit. Donc, oui, mais du coup, en fait, je pense que c'est surtout l'interprétation qu'on en fait, en fait. Enfin, on va dire un peu le lieu commun qu'on peut entendre. Et du coup, Quentin, pour toi? Je me souviens même plus de la question de base. Qu'est-ce que le mental pour toi? Désolé. Qu'est-ce que le mental pour toi? Qu'est-ce que le mental? La capacité et l'habilité à gérer l'imprévu et à rebondir. On est tous confrontés à des moments, des choses qui nous touchent et qui ont plus ou moins d'impact sur nous. Quelqu'un qui a du mental, c'est pas quelqu'un qui sentira pas ces choses-là, parce que finalement on est tous humains, on a tous des sentiments, on restera tous dans ces moments-là où il y a des choses qui peuvent nous toucher plus que d'autres, mais qu'est-ce qu'on va prendre sur le moment, qu'est-ce qu'on va laisser, comment est-ce qu'on va laisser les choses nous impacter pour servir à la performance, donc que ce soit sur un milieu d'entreprise ou sur un terrain. Oh, dis donc, qu'est-ce que tu parles bien, ta mère, Quentin, ta mère doit être super fière de toi. Je suis rouge de honte. Excusez-la. Pour vous, c'est quoi avoir un bon mental? Ouais, je rejoins ce qu'a dit Quentin en fait. C'est une capacité de flexibilité, d'habileté à pouvoir traverser, dépasser des zones de turbulence et aussi à les vivre, à les expérimenter parce que je pense que c'est ce qui nous fait grandir. C'est sûr. Hein. Ouais, tout en étant les vivre, les expérimenter, les traverser, les dépasser et arriver à les sublimer et à poursuivre sa route, poursuivre sa performance, poursuivre son élan. Ouais. Non, mais c'est exactement ça. Enfin, c'est difficile de se sentir, de ne pas se sentir unique dans ses sentiments, dans ses souffrances ou dans ces moments où c'est très compliqué. Et pourtant, les personnes qui ont réussi ou qui ont montré qu'elles avaient un mental important, ce sont des personnes qui sont passées outre et ou bien qu'on transformé ces choses-là pour servir leur but en fait. Là, vraiment, on est sur une lutte perpétuelle contre soi-même et contre un peu les choses qui nous entourent. Ouais. Pour le coup, moi, je vois pas ça dans un langage guerrier. Je trouve que c'est éminemment naturel, biologique, tout ça. Il n'y a pas de... C'est-à-dire en fait, quand tu dis c'est une lutte permanente, quelque part, je sais pas si la vie est une lutte permanente. La vie est un accroissement permanent avec des changements de stade. Typiquement, quand on regarde, quand tu te poses la question de comment on peut arriver à un stade de papillon,
Il y a un certain nombre d'étapes. Effectivement, ces étapes sont complètement naturelles. Effectivement, de passer lorsque la chrysalide elle s'ouvre, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement douloureux. Donc ça peut soit être vu comme quelque chose de violent, un combat, quelque chose qui fait mal, ou tout simplement quelque chose de naturel. Voilà. Après, c'est juste moi en termes d'état d'esprit. Je pense que ce que je trouve aussi intéressant, c'est d'aller y chercher un peu du naturel et de la douceur dans tout ça, et pas obligatoirement de la lutte. Voilà. Mais après, c'est chacun le vit comme il le sent, quoi. En quoi consiste votre préparation mentale? Alors, dans le cadre du sport, pardon, excuse-moi. Dans le vas-y. cadre du sport ou autre. Ouais, mais qu'est-ce que tu entends par préparation mentale? Est-ce qu'on parle d'avant un match, avant l'entraînement, comment on organise sa vie? Parce que la préparation. Tu fais comme exercice de préparation mentale dans ton quotidien, aussi bien pour le sport que pour ta vie hors du sport, quoi. Bah, je dirais toute ma vie, en fait. Enfin, tout ce que je fais, c'est un but de préparation mentale au final. Quand je suis en dehors du terrain, si je passe du bon temps avec des amis, c'est pour pouvoir me relâcher, pour pouvoir penser à autre chose et être prêt le lendemain. Ouais. Quand je lis un livre, c'est pour pouvoir m'enrichir et pour réussir à chercher ce qu'il y a de meilleur dedans pour être meilleur sur le terrain. Enfin, j'ai l'impression qu'un peu tout est de la préparation mentale. Après, si on parle d'exercices vraiment particuliers, je sais que quand je suis sur le terrain, alors même si je déteste mettre des mots sur ce que je fais, parce qu'on est plus vraiment sur un ressenti, mais ça m'arrive d'avoir des moments de visualisation ou des moments d'exercice de respiration pour rééquilibrer un peu le corps de façon physionomique et émotionnelle sur des moments. Et toi, Tatiana? Moi, c'est beaucoup de respiration pour faire pour faire redescendre, enfin pour vraiment me sentir en adhérence au sol, présente et connectée, et aussi de la visualisation pour ranger et calmer ma tête, parce que je pense en continu, en arborescence, en probabilité projection, ça peut très rapidement passer en mode saturation, puisque comme le disait Quentin, je pense que je suis en préparation mentale tout le temps, c'est-à-dire que tout ce qui est autour de moi devient un objet à rentrer dans mon plan de comment je vais faire. Donc je travaille beaucoup sur ça, c'est calmer la tête, et je me suis formée à beaucoup de choses, et c'est vrai que tout ce qui est visualisation, ancrage, focalisation fait vraiment partie de mon quotidien. C'est-à-dire que là je suis arrivée à un stade où j'arrive à certains ancrages à me les déclencher quand je le souhaite, celui qui va me dynamiser, celui qui va me calmer. Donc c'est vraiment devenu mon quotidien là. Est-ce que l'enthousiasme est primordial pour le mental, selon vous? Je sais pas si c'est de l'enthousiasme. Je sais que, notamment alors dans le monde professionnel, on en parle beaucoup, même si avec les gens que j'accompagne en prépa mentale, pour certains y mettent une couleur d'enthousiasme. Moi, j'aimais plus, c'est de l'engagement, quoi. Je suis à donf, en fait. Quand ça part, ça part. Donc certains peuvent le vivre comme de l'enthousiasme, d'autres le vivent comme un truc un peu tourbillon, pas obligatoirement gérable. Donc je sais pas si c'est en tout cas, je mettrais pas de l'enthousiasme, je mettrais l'énergie. J'ai besoin de beaucoup d'énergie pour nourrir tout ça, quoi. Donc ouais, c'est pas de l'enthousiasme, pour moi c'est plutôt ça serait plutôt de l'énergie. Alors du coup, au niveau de l'énergie Ouais, du coup, ouais, toi, t'en penses quoi de la notion d'énergie, toi, Quentin? Non, d'enthousiasme, pour moi elle est primordiale. J'ai besoin d'avoir de la joie, parce que sinon, je sais que dans le cas où je suis pas dans la joie, je crée pas un bon cycle, en fait. Je suis pas productif. S'il y a pas ce moment-là où j'arrive à créer ce cercle dans lequel je sais que je vais être productif, ce que je vais faire, donc qui va démarrer par la joie, quand j'ai ce cercle-là, je vais pouvoir commencer à créer quelque chose, à pouvoir construire quelque chose de stable et qui va pouvoir durer. Alors que, à l'inverse, quand j'ai pas cette joie, quand j'ai pas cet enthousiasme, je sais que les choses vont me toucher beaucoup plus facilement, donc je vais être moins productif. Qu'à arriver, bien sûr, à saturation, et c'est le moment où j'arrive plus à retenir, où j'ai pris trop de coups, et c'est le moment où vraiment je suis dans la contre-performance. Donc oui, pour moi, l'enthousiasme est primordial dans ce que je fais. De la même manière qu'en entreprise, où je pourrais pas faire un métier que j'aime pas, en fait. J'arriverai pas à aujourd'hui me dire tous les jours je dois me lever pour faire cette chose-là. Si ça me plaît pas,
pas envie de le faire. Donner du sens à ce qu'on fait au quotidien. Pensez-vous qu'il est important de se connecter avec soi-même? Oui, indispensable, mais pas trop longtemps, parce que sinon, moi, ça peut me mettre à l'intérieur de moi-même et je vis avec moi-même et je suis plus connectée aux autres. Et toi, Quentin? L'idée, c'est surtout de pas se nier et de pas se renier, de ne pas s'ignorer, de pas écouter les signaux qu'on s'envoie à nous-mêmes et de vouloir rester entédé dans un plan dans lequel on est en fait bloqué. Donc oui, c'est important de se parler à soi-même et d'avoir un contact avec soi-même. Alors après, est-ce que ce contact-là, il doit être tout le temps présent? Je me suis jamais posé la question. Comment s'est construite votre confiance en vous? Moi, c'est clair, je l'ai pas. Parce que, en fait, ça me parle pas, la confiance en moi. Pour moi, la confiance, c'est quelque chose qui se donne. Donc, je donne à l'autre et l'autre peut me la donner. En aucun cas, du coup, c'est un mot qui me parle pas et je préfère me dire que je nourris et je prends soin de l'assurance de moi au quotidien, mais pas de la confiance. Voilà. Mais du coup, ça la rend instable. Potentiellement, oui. Moi, à l'inverse, c'est quelque chose que j'essaye de développer, qui est pas toujours présent parce que comme dans n'importe quel moment, il y a des moments de down, comme il y a des moments de force. On est quand même sur une courbe avec des oscillations quand on parle de progression, de mental, de n'importe quoi. Donc la confiance en soi, pour moi, elle vient de deux choses. La première, ça va être la croyance profonde qu'on est et qu'on mérite d'atteindre son objectif. Là, je suis OK avec toi. Là, ça me parle mieux, là. Et du coup, c'est plus, moi, je dirais pas du coup plus, je crois en moi, mais c'est pas pour autant que j'ai confiance. Mais je crois très fort en moi. T'as coupé le j'ai du mal à voir la nuance, en fait. Du coup, tu crois en toi, pourquoi il n'y a pas la confiance? Je sais pas, ce mot-là me parle pas. C'est, okay. Mais il va falloir que je vais creuser, je te dirai. La deuxième, c'est aussi cette espèce de foi aveugle dans le process. Parce qu'en fait, on a beau être persuadé, on a beau aligner tous les efforts du monde, on continue à avoir plein d'épreuves, plein de choses qui touchent. La vie, elle est jamais facile. On en parlait un peu avec la ligne d'arrivée qui s'éloignait en permanence. À chaque fois qu'on fait un effort, il y a peut-être 5-6 choses qui viennent vous toucher. Et donc forcément, si on n'a pas cette conscience donc de soi qu'on peut aller vers cet objectif, et si on n'a pas cette foi aveugle qui va nous dire mes efforts vont payer, parce que quoi qu'il arrive avec tout ce que je mets dedans, ça va réussir, c'est vraiment cette foi, parce qu'on peut jamais savoir ce qu'il y a derrière. Cette foi aveugle de ça va payer, alors on a quelque chose qui tient la route sur le long terme. C'est ce que je mettrais par rapport à la confiance en soi. Est-ce que selon vous, il faut se donner le droit à l'échec, le droit à l'erreur? Et comment faites-vous pour garder confiance malgré les échecs? Le droit à l'échec, le droit à l'erreur, c'est quelque chose que je me suis interdit pendant très longtemps. Ce qui me pouvait me mettre du coup dans des états d'esprit pas top du tout, peu à peu. Et le temps venant, c'est quelque chose que je m'autorise, que je me permets. Et que je trouve en plus extrêmement productif, en tout cas enrichissant pour continuer à avancer. Donc maintenant, je dirais oui, mais à aujourd'hui. Mais je pense qu'il y a pas si longtemps que ça, Quentin, il pourrait avoir son avis, mais ça fait pas si longtemps que ça que je me l'accorde ça. Et pour toi, Quentin, alors, ça donne quoi? C'est quelque chose auquel je suis allergique à l'échec, donc... C'est un peu compliqué de se donner le droit à des choses. C'est un peu compliqué. S'il y a bien eu quelque chose en préparation mentale que j'ai pu essayer de pouvoir travailler, c'était ça. Donc rien, c'est quelque chose que j'intègre de plus en plus et sur lequel je suis en train de travailler. Après, ça dépend sur quel domaine de vie en fait et ça dépend à quel moment.
je sais que ma perception des choses, elle est altérée quand je suis sur un terrain, quand je suis plein d'adrénaline, quand je suis sur le moment, quand je suis en mode un peu guerre. Alors que quand je suis en dehors du terrain, les choses sont différentes, la perception elle est différente, donc forcément le droit à l'erreur, je suis beaucoup plus permissif. Mais je pense que, après là, je pense que ça n'a pas été obligatoirement mon éducation. Mais je pense que ça n'a pas non plus été particulièrement l'éducation de Quentin. Donc en fait, je pense que c'est aussi au-delà. Après, chacun de nous, que ce soit moi ou Quentin, on a vécu des histoires et des moments différents. Mais après, je dois reconnaître, Quentin, tiens-toi bien, que j'ai pas obligatoirement. C'était pas le droit à l'échec et le droit à l'erreur. Je suis pas sûre de l'avoir beaucoup donné. Beaucoup favorisé vis-à-vis de mes enfants. Après, ça fait partie d'un apprentissage, je veux dire. Comment faites-vous pour croire en vous malgré les échecs ? De toute façon, c'est clair. De toute manière, moi, je pars du principe que je peux pas perdre. Donc, l'échec, je me le prends je peux m'en être pris dans la figure. Mais derrière, alors là, pour le coup, ça a un côté un peu guerrier, quoi. C'est je me relève et j'y retourne, quoi. Parce que de toute façon, je peux pas perdre. Moi, j'ai pas cette foi aveugle que t'as. C'est ce truc-là qui te lead et qui te dit je peux pas perdre. Moi, c'est plus un raisonnement cartésien sur lequel j'essaye de pouvoir me raccrocher dans les moments où voilà, je suis confronté à l'échec, où ça va pas. En règle générale, sur les moments donc où il y a de l'échec, la réaction la plus évidente, ça peut être l'abandon, ça peut être l'autodestruction, ça peut être c'est un peu se saborder pour justifier le fait qu'il y a eu de l'échec, donc s'auto-pénaliser en fait. Et l'idée, c'est simplement de se dire, quand on parle de ce raisonnement cartésien là, qu'est-ce qui sert le plus mon objectif ? Si à l'heure actuelle, je suis dans un match, que je tire, que je loupe, c'est un échec. Maintenant, je reste dans un moment où je suis censé être sur un terrain, où je suis censé pouvoir continuer à bouger, à être en action. Donc ce qui sert mon but au final, c'est que moi je reste en action. Si je veux continuer à progresser sur mon chemin, l'attitude qu'il faut que j'adopte, c'est celle de quelqu'un qui continue et pas de quelqu'un qui s'auto-pénalise parce qu'au final je prends encore plus de retard. C'est plus une croyance différente. Après moi aujourd'hui, je pense avoir eu je pense avoir vécu pleinement 2 échecs, voilà. Mais sinon les autres seulement 2. Ouais. Et donc mais que j'ai vécu comme des échecs. Non, mais t'échoues pas trop, ça va. Ah si. Attends, je me suis planté. Mais ouais. Non, mais attends, Quentin. Redis-le pour voir, j'enregistre. je me suis planté sur plein de trucs. Mais par contre, il y a vraiment, je pense, 2 fois, 2 situations où pour moi ça a été des échecs. Sinon, le reste, c'est je me suis planté, mais je vais me relever. Et et j'y allais encore plus. Il y a vraiment eu 2 fois où là, pour le coup, je me suis pris un truc dans la tronche et j'ai eu vraiment du mal à revenir. Comment êtes-vous parvenu à vous affranchir du regard des autres ? Moi, je vais être plutôt cru, mais je les emmerde. Moi, je suis pas sûr de m'en affranchir vraiment. J'apprends à mettre une bulle, mais j'ai besoin des autres. J'ai besoin de la connexion aux autres Ouais, mais à qui tu te connectes ? Moi, c'est justement ça. Je sais que j'ai besoin des autres pour exister. Je sais que j'ai besoin de leur force, j'ai besoin de pouvoir trier les choses, que ça permet de mettre en relief ou de calmer certaines choses. Donc je sais que j'ai besoin des autres, mais après, il faut choisir à qui je peux permettre cette connexion. À un moment donné où je fais mon choix, je sais aussi que j'écarte des personnes. Et ces personnes que j'écarte là, en fait, elles ont pas d'importance. Elles peuvent penser ce qu'elles veulent. C'est pas mon problème. Ouais, mais ça fait partie des, de toute façon, ça fait partie des choses sur lesquelles on a vraiment, il y a pour le coup, il y a une réelle différence parce que moi j'ai vraiment, la connexion aux autres. Alors pas du regard, mais la connexion aux autres est quelque chose qui est très présente chez moi et qui peut à certains moments m'affecter, ouais. Ouais. Donc je suis pas complètement, je pourrais pas dire que je m'en sois complètement affranchie. Je ne serais pas très honnête en disant ça. T'as besoin que je te coach, toi. Comment faire pour y croire quand personne n'y croit ? De toute façon, à partir du moment que j'y crois, ça existe. Rien, je pense que la croyance, elle est personnelle. C'est pas quelque chose qui se partage. Combien d'exemples d'hommes ou de femmes à succès
On a vu partir de rien, des bâtons dans les roues, personne qui croyait leur idée, et finalement, quand ils ont réussi, la reconnaissance est venue. Chacun doit pouvoir suivre, il n'y a pas de voie prédéfinie. Moi, c'est ça un peu qui me dérange. Alors là, on part vraiment dans un autre débat, mais dans le système scolaire, par exemple, de dire, ok, tu dois faire ça, on va t'apprendre ça, et puis si t'as pas ce bagage-là, ça va pas aller pour toi parce que t'auras pas ce diplôme-là à la fin. Diplôme n'est pas gage de qualité. De la même manière que avoir une idée qui sort des sentiers battus ou vouloir tracer une voie différente n'est pas gage de réussite à la fin. Quels sont pour vous les conseils que vous pourriez donner pour rester positif au quotidien? Accepter quand c'est négatif. Pour rester positif au quotidien, le premier conseil, ça sera de faire attention au fond et pas à la forme. C'est-à-dire qu'on reçoit des messages, notamment dans le sport, quand on est sur le moment, on peut avoir un coach qui crie dessus, on peut avoir des coéquipiers qui sont très énervés, voilà, des moments où on peut réagir de manière brute à certaines émotions. Et donc du coup, il y a un message qui sort. Mais ce message, il a une forme qui peut être super agressive, mais un fond qui peut être bon et qui peut servir pour vous. Donc faire la différenciation entre le fond et la forme. Et la deuxième, c'est de pas passer trop de temps sur ce qui se passe. De pouvoir arrêter de cogiter un moment et simplement aller, on passe à autre chose et demain sera un autre jour. Je trouve que c'est intéressant de dire ça maintenant. Quelle est la maturité de chacun à voir à aller chercher le fond sans obligatoirement s'attarder, s'agripper à la forme. Je trouve que c'est un réel enjeu, quoi. Après, c'est encore une fois, on est tous faillibles. C'est pas parce que je le dis à l'heure actuelle que j'arrive à l'appliquer à 100% dans chaque parcelle de ma vie. Je suis encore en train d'être dessus. Et il y a certains moments où, la forme, elle prend beaucoup plus d'importance que le fond. Et moi, ça me fait sortir de mes gonds. C'est un équilibre. On va parler un peu de motivation. Quels sont vos trucs pour vous motiver? Moi, j'écoute du ABBA. Non, J'étais en train de dire so what? Moi, motivé, c'est trouver. Alors là, c'est mon côté de compétitrice. C'est dans tout ce que je fais, trouver un intérêt, quelque chose de challengeant. Du coup, c'est vrai que ça peut être pas obligatoirement facile parce que du coup, ma motivation. Une fois que on me donne un truc à faire, de toute façon, le principe, c'est qu'on me donne un truc à faire ou j'ai un truc à faire, je veux le faire de la meilleure façon possible et le plus rapidement possible. Donc là, typiquement, j'ai commencé un nouveau job en juin de l'année dernière. Il y a le côté un peu ivresse du départ qui me motive, c'est apprendre, faire et puis avoir les résultats les plus hauts, les plus forts très rapidement. C'est vrai que ça, c'est ce qui m'a toujours porté sur mon parcours professionnel, ce qui fait que la contrepartie de ça, c'est que je suis jamais restée sur un poste plus de 2 ans. Il me fallait autre chose derrière parce que sinon je m'ennuyais. Donc, je pense que la motivation, je l'ai plus dans quelque chose qui de me nourrir intellectuellement pour être en capacité de faire de manière performante. Ouais, je pense que c'est ça, quoi que je fasse. La motivation au quotidien, c'est ce qui te motive, quoi. Plaisir. Le plaisir. Ouais. Ouais. Quels sont mes trucs pour me motiver? Ouais, le plaisir. Enfin, j'ai pas de trucs spécialement. Mais si je prends pas plaisir à faire ce que je fais, je le fais pas. C'est aussi simple que ça. Donc, non, si. Ouais. Du coup, toi, t'as besoin du plaisir pour faire, et moi, je travaille plutôt sur la satisfaction de l'avoir fait. Et c'est dingue, mais on pourrait se compléter, mais juste un petit peu. Mais non, mais effectivement, j'ai aussi de la satisfaction quand je fais quelque chose dans lequel j'ai pas beaucoup d'appétence. Mais moi, quelque part, même si j'ai même pas d'appétence, de toute façon, moi, ce qui m'intéresse, c'est la satisfaction de l'avoir fait. Ouais, mais si t'as le choix entre manger un bon truc bien gras dont t'as envie, tu sais, et vraiment de la salade. Et un choix entre un plat que tu adores et un plat que tu aimes pas, j'irai tout le temps vers le plat que j'adore. La question, elle se pose même pas. Moi, j'irais potentiellement vers le plat que j'aime moins bien, mais parce qu'il y a d'autres considérations féminines qui interviennent quand même. C'est pas ça. Quelles sont vos ressources psychologiques
pour gérer la pression? Quelles sont les ressources psychologiques pour gérer la pression? Moi, ça passe beaucoup par la respiration. Reprendre conscience que je respire et que je suis là, que vraiment me reconnecter à moi. Là, pour le coup, pour faire redescendre la partie émotionnelle, reconsolider mon socle. Et pour le coup, c'est pas obligatoirement facile pour les gens qui m'entourent. J'ai besoin de parler. Mais là, il faut que je parle. Que ça sorte en fait. C'est-à-dire que refaire de la place dans l'intérieur, je peux respirer, évacuer, remettre le socle, mais malgré tout, j'ai quand même assez régulièrement besoin de parler pour évacuer la pression et écouter beaucoup de musique parce que ça m'apaise. Moi, j'en ai pas. Moi quand j'ai de la pression, il faut que j'arrive à comprendre que j'en ai. La reconnaissance de la pression, c'est mon plus gros challenge. Après, quand j'en ai, j'arrive à la gérer. Mais il faut que je puisse me rendre compte, oui. C'est ça le problème. Alors maintenant, quand j'en ai, ça peut passer par de la respiration sur le moment présent et encore, voilà, c'est comme j'ai dit, ça arrive peu. Si c'est en dehors, enfin, je veux dire, si je suis en un moment sous pression, moi, ouais, j'irai aussi vers les autres, penser à autre chose, changer d'air. Voilà, aller à la plage, passer un bon moment avec des amis, n'importe quoi, pour relativiser, passer à autre chose. Il y a un truc que je fais aussi pas mal quand j'ai la pression, c'est je range. Je fais le vide, je range, je remets tout nickel. Comme ça me permet de faire aussi, de réorganiser ma tête et de classer et d'évacuer. On apprend en psychologie de la performance à focaliser sur ce qu'on peut contrôler plutôt que de s'encombrer sur sur quoi on ne peut pas agir. Est-ce votre cas? C'est important pour pas se disperser et pour pas perdre de l'énergie sur quelque chose sur lequel on doit travailler de façon immédiate. Alors maintenant, si ça veut vouloir dire accepter tout ce qui t'entoure en permanence et jamais ne pas être mécontent, ça me va pas non plus. Donc j'ai du mal à fixer les limites entre les deux. Oui, puis des fois je me dis que la performance aussi, elle peut. Alors, Quentin n'écoute pas ce que je vais dire là. Je retire mon casque. La performance est aussi d'arriver à faire bouger ce qu'on peut pas contrôler, mais en le travaillant pas obligatoirement frontal. Je pense que, pour moi, une performance, c'est aussi ça, quoi. C'est d'arriver, dans certains cas, à faire évoluer un système qui a pas spécialement envie d'y aller, et finalement de se dire, je suis manager, j'interviens dans une entreprise avec une certaine culture d'entreprise. Est-ce que je pars du principe que ma performance s'arrête à ce que je peux contrôler? Et ce que je peux faire, ou je peux potentiellement aller travailler ce qui, sur le principe, n'est pas dans ma zone d'influence, mais malgré tout le faire bouger. Je sais pas. Ça dépend aussi de l'énergie que tu as à mettre sur la table, je pense, et de ce que tu as à y perdre et à y gagner. Tout ça, c'est une question d'équilibre et de calcul. Voilà, c'est stratégiquement d'évaluer la stratégie, en quoi c'est pertinent ou pas, en quoi c'est faisable, puis tactiquement de voir comment ça peut se décliner et après le mettre en musique. Je dis pas qu'il faille le faire tout le temps. Non, je rejoins Quentin sur le fait que s'il s'agissait de vivre dans un environnement où tout le monde ne fonctionnait que comme ça, où serait la magie de la transformation, de l'innovation et de la création, quoi. On va parler de concentration. Comment vous faites pour rester concentré dans un premier temps et pour le rester? Une bulle. Je commence par une bulle et après je me focalise sur mon objectif. En fait, c'est comme si je passe, lorsque le truc il démarre, l'objectif il est clair, je le vois. Alors soit je le vois physiquement, soit je le vois dans ma tête de manière c'est un objet, ou bien ça va être musique, un truc qui va me faire que je ne vais voir que ça et plus rien n'existe en fait. Plus rien n'existe que l'objectif est de faire tout ce qu'il faut pour l'atteindre. J'en ai pas vraiment. Je pars du principe que, alors c'est dans le milieu du sport, mais si je m'entraîne dur, je vais jouer dur. Je sais
sais pas comment expliquer. La concentration, c'est quelque chose qu'on travaille depuis tellement longtemps, de toute façon. Écouter le coach au moment où il parle, pouvoir agir dès les premières consignes. Enfin, je suis tout le temps concentré, en fait. Mon challenge, il est plus sur la qualité de mon entraînement, et derrière, la qualité de mon entraînement va m'apporter de la confiance en match, et je vais pouvoir reproduire. Du coup, comment tu agis sur la qualité de ta concentration, alors si tu arrives tout le temps à te concentrer? Là, c'est les moments où par exemple, quand j'ai loupé une phrase, quand j'ai la tête dans la lune, ou des machins, c'est se reconcentrer sur le moment présent, quoi. Donc, je sais pas, ça va passer. Ça peut paraître bête, hein, mais ça va passer par un geste, genre en mode, je vais peut-être me taper sur la cuisse, en disant ok, allez maintenant tu te concentres, et juste écarter les pensées qui sont parasites. Si jamais je suis dans des soucis qui sont extérieurs au basket, ça va être d'écarter ces pensées-là et me dire pendant 1h30 là c'était ici, quoi, et des personnes, des par ailleurs, on va faire le tri dans la tête. Pour moi, ça serait beaucoup plus kinesthésique. Je vais reprendre des gammes, je vais faire plusieurs fois quelque chose pour me refocaliser sur un truc. Donc potentiellement Quentin il parlait de se taper sur moi, ça va être à l'époque c'était de refaire mon lacet, de repartir sur des trucs basiques très très terre à terre pour reprendre pour reconnecter sur des choses simples et évacuer et laisser de côté tout le reste, en fait. Pour avoir une force mentale, il ne faut rien lâcher. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est moi je le vois plutôt, il faut rien lâcher par phase. Mais il y a un moment donné, il y a des temps forts et des temps faibles. Ne rien lâcher, ça veut dire, moi je vois souvent ça comme un élastique que tu tends, qui à un moment donné, tu le relâches jamais, il finit par s'oxyder et au moindre pète, ça casse, quoi. La force mentale, pour moi, c'est aussi une forme d'intelligence où tu sais à un moment donné où tu peux étirer l'élastique et après tu le relâches pour de nouveau pouvoir l'étirer, et peu à peu tu vas même pouvoir envisager de l'étirer de plus en plus parce que il aura pris de la flexibilité. Mais je pense qu'à des moments, il faut aussi apprendre à lâcher. Voilà. Non, c'est pas la même problématique. C'est juste quand j'entends rien lâcher, Ouais, du coup, tu mets quoi, toi, Quentin, alors? Il y a trop de connotations qui peuvent être péjoratives dans ne pas lâcher prise. Parce que là où vient la force mentale, c'est aussi de chercher des solutions différentes. Ou d'essayer de voir les choses sous un autre angle. Et quand on passe notre temps à jamais lâcher prise, c'est comme si on restait buté sur quelque chose, quoi. Donc il y a des moments où il n'y a pas d'évolution de la problématique. Pourquoi? Parce que on reste accroché et que on veut voir qu'une chose, et tant que cette chose-là elle est paralysée, on passera pas à autre chose, sauf que c'est peut-être pas le meilleur moyen d'aller au but. Si vous deviez donner des conseils aux jeunes et aux personnes qui vont écouter ce podcast, quels seraient les conseils que vous donneriez? Moi, j'en vois 3. Le premier, c'est apprendre à se connaître. Apprendre à se connaître et se cultiver. C'est-à-dire à se nourrir, apprendre des choses pour apprendre de soi et aussi apprendre à apprendre et comprendre les autres. Deuxième, c'est de s'entraîner, parce que de toute façon le mental c'est un muscle, ce qu'on met le mental ou le cerveau c'est un muscle comme un autre, et ça passe par de la répétition, de la persévérance, de l'acceptation de ce qu'on appelle échec. Mais voilà, c'est beaucoup d'entraînement et puis de la détermination. Moi, j'aurais du mal à répondre. Mais je veux bien donner des conseils, mais ça dépend de quelles problématiques ils ont. Donc, si c'est vraiment strictement basket, je parlerai d'entraînement. Et je parlerai de limites. C'est de se dire que il y a trop de moments où on pense être proche de nos limites, alors qu'on n'y est pas vraiment. À trop de moments, on a l'impression de pouvoir travailler dur, alors qu'on travaille peut-être qu'à 30% de nos capacités. Savoir se faire mal, s'entraîner plus dur, repousser ses limites, c'est ça le challenge de chaque sportif de haut niveau. Mais c'est pas de la préparation mentale, enfin un peu. Si, un peu. Beaucoup quand même. Le corps sert l'esprit, c'est pas l'inverse. Donc en fait, un sportif de haut niveau est effectivement un corps, mais c'est aussi ce qu'on appelle mental, esprit, cerveau, c'est tout ça. C'est-à-dire les capacités physiques sont certains athlètes peuvent avoir des capacités physiques dites un peu limitées, mais
Ils ont un état d'esprit, un mental de dingue, et ils arrivent à dépasser des choses, quoi. Donc voilà. Pour clôturer ce podcast, est-ce que vous pourriez partager une citation qui vous inspire et qui vous guide au quotidien? Les citations sont des choses qui viennent comme ça. Je suis pas sûre d'avoir un leitmotiv que je garde dans le temps. Je change en fait. Une citation qui a été un leitmotiv pendant longtemps, qui l'est un peu moins, mais qui reviendra certainement. C'est la connaissance et le début de l'action, et l'action, l'accomplissement de la connaissance. Si, moi je trouve que les gens se compliquent beaucoup trop leur vie. Je dirais just make your life simple. Juste rendez votre vie simple. La vie c'est pas si compliqué que ça. On aime bien les longues citations compliquées. Hein, maman? Chacun son truc, très cher fils. Sourire tous les jours. Elle est bien aussi celle-là. Sourire tous les jours. C'était Parlons de votre mental, votre podcast pour explorer les ressources psychologiques et outils de préparation mentale utilisés par nos invités, qui j'espère t'auront inspiré pour les expérimenter dans ton quotidien. Si toi aussi tu souhaites partager tes expériences et comment tu t'y prends pour booster et muscler ton mental, n'hésite pas à me contacter. Et si tu as apprécié ce podcast, je t'invite à le liker, laisser un commentaire et à le partager.